vais vous donner des nouvelles positives, encourageantes de Marie. Marie, elle va beaucoup mieux car elle vient d'entrer au lycée. Le harcèlement a enfin cessé. Les parents de Pauline continuent, eux, à essayer d'obtenir réparation auprès de la justice. Et puis Jonathan, il vient de sortir un livre pour témoigner, pour éviter d'autres drames. Alors comment prévenir le harcèlement? On en parle avec nos deux invités. Bertrand Gardette, bonsoir. Vous êtes conseiller principal d'éducation dans un lycée près de Clermont-Ferrand. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous avez notamment coécrit Harcèlement et brimade entre élèves, la face cachée de la violence scolaire. C'est aux éditions Faber. Et puis face à vous, Éric Debarbieu. Vous êtes délégué ministériel en charge de la prévention, tout ce qui est violence scolaire et notamment bien sûr le harcèlement. Je voyais que les premières assises à l'éducation nationale sur le harcèlement en milieu scolaire, ça date de 2011. C'était il y a 2 ans. Ça veut dire que la prise de conscience, elle est vraiment très récente? Écoutez, je pense que la France avait 40 ans de retard par rapport aux pays d'Europe du Nord, par exemple. Il a fallu une conjonction assez intéressante d'associations. Bon, c'est comme ça qu'on se connaît, Bertrand Gardette et moi, par exemple, de pédopsies, de chercheurs. Bon, c'est vrai que quand j'ai fait une enquête de victimation auprès d'élèves d'écoles élémentaires, 12 000 élèves ont été interrogés, que là, on a montré que 10% des élèves avaient à voir avec le harcèlement, dont 6% d'élèves un harcèlement sévère. Ça fait choc. Mais c'était les chiffres que je sortais en 96, que je sortais en 98, en 2003. Il a donc fallu le temps de la prise de conscience. Je crois que là, on a vraiment progressé. Alors justement, c'est quoi déjà le harcèlement? C'est une violence répétée qui peut être à la fois une violence symbolique, l'ostracisme, la mise à l'écart, le rejet. La différence. Qui peut être, bien sûr, qui peut être donc une violence verbale, une violence physique, bien sûr. Mais c'est le côté de la répétition qui compte. Bon, la répétition. On a souvent dit, c'est pas grave, c'est des petits faits. Alors, quelquefois, ça peut être des faits lourds. Je veux dire, un racket ou quand on casse la gueule à un gamin, c'est pas normal. D'accord. Mais c'est souvent beaucoup plus insidieux. Et du coup, bon, écoute, tu n'as qu'à t'aguerrir, c'est normal, c'est l'éternel enfantin. Ce qui a changé, c'est que, et je pense que les chercheurs ont beaucoup fait là-dessus, c'est grâce à la recherche, on sait maintenant quelles en sont les conséquences. Et ces conséquences, effectivement, elles peuvent être extrêmes. On voit ces cas donc de tentative de suicide, voire de suicide. Elles sont des cas, des conséquences en termes de santé mentale, oui, de dépression à vie, quelquefois, en termes d'échec scolaire, en termes aussi de sécurité publique. On sait par exemple qu'il y a un fort lien entre harcèlement, par exemple, et ce que les Américains appellent les school shootings, les tireurs dans les écoles, si vous voulez. Mais attention, la plupart des enfants qui sont harcelés, c'est pas contre les autres qui se tournent, c'est d'abord contre eux-mêmes. C'est d'abord contre une perte d'estime de soi. Tentative de suicide, immolation, comme Jonathan dans le film et qui témoigne aujourd'hui dans un livre. Est-ce qu'on sait, parce que c'est ça, quand on est parent, on se dit, est-ce que mon enfant, est-ce qu'il y a un profil, on va dire, d'enfant plus vulnérable pour devenir potentiellement un bouc émissaire? C'est ce que nous pensions au départ quand, avec Jean-Pierre Bellon, nous sommes intéressés à la question dans les années 2002. On pensait trouver un profil de victime assez facilement identifiable. Et au contact de notre quotidien dans les établissements scolaires, on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça. On trouvait, bien sûr, l'élève qui était harcelé parce qu'il était plus petit, mais également, de l'autre côté, celui qui était harcelé parce qu'il était plus grand. Le bon élève était harcelé, mais le mauvais élève pouvait l'être aussi. Donc, si vous voulez, le profil n'était pas si évident à définir. Le point commun, quand même, qu'il existe entre toutes les victimes de harcèlement, c'est la difficulté à élaborer une sociabilité, un réseau d'amis. Le réseau d'amis protège et les victimes de harcèlement, elles, n'ont pas un réseau d'amis très développé. Comment est-ce qu'on détecte quand on est parent? Après, on parlera des professeurs. Alors, bien sûr, bon, c'est difficile parce qu'on ne va pas non plus être dans l'affolement tout le temps. Mais je crois qu'il faut d'abord se dire que quelquefois, quand mon enfant rentre mal du collège, il n'est pas bien, il parle pas, etc. C'est pas forcément une crise d'adolescence. Ça peut être lié effectivement à des faits de harcèlement. Donc on a intérêt à se le demander. Alors après, il y a des signes qui ne trompent pas, c'est-à-dire, bon, par exemple, l'absentéisme. Bon, vous savez, 24% des enfants absentéistes chroniques qui ne vont plus jamais à l'école n'y vont plus par peur du harcèlement. C'est le décrochage scolaire, c'est des chutes brutales des résultats scolaires. Ce sont des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire le mal de ventre continuel, etc. Être attentif, en même temps, on l'a vu dans le documentaire, les enfants vont pas parler facilement, se confier, parce qu'ils ont honte, ils culpabilisent, puis ils se disent c'est peut-être à cause de moi. Ils ont peur. Et ils ont peur.
Donc comment on fait pour arrêter cette mécanique, cette spirale? L'enjeu, c'est la détection précoce, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, repérer peut-être les élèves qui sont isolés. Mais après, c'est la formation des personnels, c'est la formation également des élèves. Les délégués de classe dans le collège, mais également en lycée, jouent un rôle considérable. Et pourquoi? Parce que, premièrement, ils sont capables de faire de la médiation, de s'interposer entre l'élève agresseur et sa victime, mais dans un deuxième temps, alors ce qui n'est pas tout à fait facile, parce qu'on va tomber sur la logique de la balance, cette rhétorique là qui est insupportable, c'est aussi de signaler aux adultes qu'il se passe quelque chose dans la classe qui n'est pas ce qu'on attend, qui n'est pas normal. J'imagine que dans votre quotidien, vous êtes confronté à ce type de problème. Comment vous désamorcez? Comment vous réglez? Est-ce que parfois vous êtes passé à côté parce que vous n'aviez pas la bonne clé? Je suis passé à côté parce que c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la question du harcèlement. C'est en apportant une réponse que je considérais être une réponse de violence scolaire classique, une réponse éducative, bête et méchante, on va dire, avec la sanction. Et je me suis C'est-à-dire vous punissiez le harceleur. Voilà, le harceleur, j'ai vu ce qui s'est passé, ça fait 2 mois que ça dure, donc maintenant je te sanctionne. Et quelques temps après, on s'est rendu compte que l'effet escompté n'était pas du tout celui-là, puisqu'on est parvenu à liguer le groupe et la classe contre la victime et du côté de l'agresseur au prétexte que finalement la sanction était injuste et complètement disproportionnée, si vous voulez. Il y a un profil du harceleur? Pas plus que du harcelé. Il y a en fait, je dirais, un mécanisme qui est identique. C'est-à-dire que ce mécanisme, d'abord, est-ce qu'il faut parler du harceleur ou des harceleurs? Parce que le problème, c'est que pour moi, le harcèlement, c'est d'abord une oppression de groupe, une oppression conformiste. C'est-à-dire ce qu'il y a, c'est un refus de la différence. C'est une fabrication de la différence. C'est-à-dire que peu importe, et c'est exactement ce qui était dit, il peut être simplement plus grand ou plus petit, meilleur élève ou moins bon élève. Est-ce que vous savez par exemple qu'une enquête de l'éducation nationale montre que 39% des élèves de collège disent qu'on se moque d'eux parce qu'ils sont bons élèves ou parce qu'ils n'est pas de mon quartier, l'intello, le bolos. Donc là-dessus, il y a vraiment une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que oui, il y a certains élèves dont on peut dire ils sont clairement des leaders négatifs, des leaders qui sont éventuellement populaires et qui sont des harceleurs. Mais il y a surtout aussi tout autour, ou simplement même sans leader, quelquefois une classe entière qui ne va plus parler à un élève. Ou si un élève arrive et il est nouveau, il se met à parler à l'élève qui est harcelé, on lui dit attention, si tu parles au bouffon, là tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc il devient lui-même harceleur. Ouais. Donc c'est vraiment cette oppression conformiste, qui est en fait véritablement, je pense pour moi, une des fautes essentielles contre les valeurs qu'on veut transmettre à l'école, qui sont des valeurs de liberté. Si le réflexe, c'est de refuser l'autre parce qu'il est différent ou qu'on le croit différent, je pense qu'on loupe vraiment le message qu'on veut faire passer à nos enfants. Très bien, ce message, on peut le passer comme adulte. Comment être sûr qu'il est entendu? Déjà, sur l'âge. Amandine Stelletta, qui a réalisé le documentaire, me disait, moi j'étais harcelée de la 6e à la 3e. Est-ce que ce sont les années charnières, les années où on est le plus vulnérable? Les années où on est le plus vulnérable, c'est les années de début de cycle, 6e, me semble-t-il. Encore on va parler sur du harcèlement conventionnel, c'est-à-dire on n'implique pas le cyberharcèlement par téléphone portable ou par réseaux sociaux. C'est les années de début de cycle, donc 6e et seconde après en lycée. Bien sûr, puisque comme le harcèlement est une relation de force disproportionnée, ce sont forcément les plus grands contre les plus petits, et donc les 6e sont plus exposés mathématiquement, on va dire, que les 3e. Alors en même temps, vous préparez justement une campagne de prévention à l'éducation nationale qui sortira fin novembre. On va en voir quelques images. Vous vous adressez aux élèves de primaire et que vous allez diffuser dans les écoles de primaire. Pourquoi le primaire ? Alors bon, d'abord, première chose, si c'est vrai qu'en début de cycle, en 6e, c'est plus difficile, il y a très clairement des problèmes de harcèlement dans les écoles élémentaires. Deuxième chose qui est essentielle, c'est que c'est la prévention précoce qui est évidemment la plus importante. Mais là, on pense qu'il faut toucher aussi les plus jeunes. Les plus jeunes avec, et c'est la grande différence de cette campagne, un véritable outillage pour en discuter avec eux, d'où des dessins animés, mais derrière les dessins animés, des kits pédagogiques, des formations. Ça pour toutes les écoles primaires de France. Toutes les écoles primaires. Ça sera accessible aussi aux parents. Hein. Aux parents aussi. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est vraiment à la base même, à la naissance, quelque part, du mal possible? Mais on est ravis parce que ces décisions-là, on les attendait, si vous voulez. C'est vrai que les clips dont parlait Éric de Barbieux sont des outils extraordinaires qui ont une force de persuasion auprès des élèves importante et qui sont exploitables avec tous les niveaux de classe. Ce sont des très bons documents. Alors, des très bons documents, travaillez dessus. Comment vous allez faire en sorte que le corps enseignant, le corps pédagogique soit autour de cette question, vigilant? Alors, actuellement, il y a quand même plusieurs changements qui sont, moi je n'hésite pas à les dire, historiques. Bon. D'abord,
la loi de refondation de l'école, celle qui a été publiée au bulletin officiel du 8 juillet de cette année, a eu, et c'est la première fois, un amendement qui oblige les établissements scolaires, et c'est une très forte volonté du ministre, donc à mettre en place des politiques de prévention, à recevoir les parents qui ont ce type de problème. C'est important. Alors maintenant, donner ces obligations, c'est trop facile. Alors là, en bas, là, vous êtes occupé du harcèlement, c'est ridicule. Bon, mais équiper, outiller, former. Côté parents, on peut peut-être donner quelques conseils. Comment est-ce que, quand on est parent, on n'est fort heureusement pas confronté encore au problème, mais comment on alerte notre enfant sur si t'arrives ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on dit à son enfant quand il est petit en primaire? Je pense justement que c'est très difficile d'en parler si on n'a pas, comment dirais-je, le type de choses qu'on est en train de réaliser. C'est, par exemple, une fiche très simple, à destination des parents. Comment vous en parlez, à qui vous en parlez, à destination des victimes, comment vous en parlez, à qui vous en parlez. Vous trouvez que là on est sur la bonne voie, la voie des pays nordiques, vous disiez, parce qu'eux ils ont obtenu des bons résultats? Oui, bien sûr, ils ont obtenu des bons résultats. Ils travaillent beaucoup sur les émotions. Dès le primaire, dès l'âge de 7 ans, on a vu des petits bambins comme ça, regarder des images, les commenter, les mettre en scène. Donc la perception des émotions pour soi, mais pour l'autre. C'est-à-dire, c'est déjà un travail d'empathie. Je me mets à la place de l'autre et j'essaye d'exprimer, et donc j'essaye de comprendre ce qu'il Finalement, c'est le vivre ensemble qu'il faut sans cesse répéter. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble avec le respect de l'autre. Juste pour terminer, en 2 mots, on est fin octobre. La campagne de sensibilisation, elle va commencer quand? C'est une campagne de sensibilisation et d'action, j'y tiens, et d'outillage. Elle va commencer, je dirais, probablement fin novembre. Fin novembre, dans un mois, voilà. Les parents, les enseignants, le corps pédagogique aura tous les éléments pour pouvoir lutter tous ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, Bertrand Gardette, Prévenir le harcèlement à l'école, et Harcèlement et brimade entre élèves, la face cachée de la violence scolaire, c'est aux éditions Faber. Merci beaucoup. On va poursuivre un voyage qu'on a commencé, un voyage la semaine dernière en Méditerranée. Et ce soir, on va parler plutôt cuisine, des plats qui sentent bien sûr le soleil, du régime crétois au slow food. Rencontre avec ceux qui ont su retrouver les saveurs d'antan à base d'huile d'olive, bien sûr, et de produits locaux. Dans la collection Méditerranée 21, tout de suite, Méditerranée à la recherche du goût perdu. C'est un film de Jean-Paul Fargier.